Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 14 mai 2024, il est 19 h, donc comme à l'habitude, nous sommes à l'heure. Nous sommes presque complets ce soir, il ne manque que la conseillère du district 8, Mme Isabelle Lapointe. Donc à 19 h, je déclarais ainsi cette magnifique séance ouverte. Donc plusieurs points à l'ordre du jour, mais il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui sont en concordance avec la consultation publique qui a touché le plan particulier d'urbanisme. Et il y a eu beaucoup aussi de projets en plan d'implantation et intégration architecturale. Donc, Mme Dorage, vous allez avoir beaucoup la parole ce soir pour le bonheur de tous. Donc, vous allez avoir les détails. On était quand même très encouragés des différents projets qui ont été présentés durant le mois dernier.
et beaucoup d'autres choses. Donc, je partirais maintenant. Ça prendrait quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante. Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. En suivi, c'est un suivi que je m'étais engagé à faire suivant la consultation publique d'il y a, ma foi, 2 semaines. Dans cette consultation publique-là, il y avait eu une période de questions qui était réservée uniquement au sujet de la consultation publique, mais il y a eu des questions qui ont débordé le cadre de la consultation. Puis je me suis engagé à y revenir. J'aimerais aussi souligner que dans cette consultation publique, on a atteint un chiffre d'audience qui n'avait pas été atteint lors de nos séances municipales depuis très longtemps. Là. Donc, on avait du 100-110 personnes qui écoutaient en direct. Donc, on a fort apprécié cette participation-là. Donc, je vais commencer. Il y avait Mme Anne Sylvestre qui nous demandait si on fait... Oui, Anna, excusez. Qui nous demandait s'il y avait quelque chose de prévu pour les chevreuils. Donc, la question est quand même assez large. Je vais essayer de m'en sortir. Donc, évidemment, c'est un animal sauvage. Donc, ça concerne la loi et le ministère de la Faune. Et il y a une interdiction dans la vie de nourrir des animaux sauvages. Je vous invite fortement à respecter cette interdiction-là parce que quand on nourrit ces bêtes-là, bien évidemment, ils se rapprochent des maisons, donc des routes. Et c'est là que le danger est le plus grand, c'est-à-dire le danger de collision. Le chevreuil, c'est un cerf de Virginie. Hein? Ce n'est pas une espèce qui est indigène, donc qui vient du Québec. Ça a monté avec la colonisation française grâce au défrichage que la colonisation a généré. Ici, c'est un territoire d'orignaux. Donc, un chevreuil ou un cerf de Virginie, ce n'est pas quelque chose qui est désiré nécessairement. Là. On pourrait en parler à nos collègues de Longueuil et de Montréal qui gèrent cette surpopulation-là. Donc, il n'y a rien de prévu en tant que tel au niveau des chevreuils, même qu'on nous encourage à travailler sur la création d'éco-corridors pour faciliter la réintégration de prédateurs comme le loup gris, le coyote. Puis là, on commence à voir de plus en plus de coï-loups. Donc, évidemment, ça aide à gérer la surpopulation de cerfs de Virginie, puis on n'entend pas jouer un rôle prépondérant dans la gestion du cheptel. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, il y avait François-Olivier Paquin qui nous demandait s'il y avait des solutions pour augmenter la sécurité pour les piétons et les cyclistes sur Saint-Paul. Évidemment, c'est une question qui revient à quelques reprises en cours d'année. Notre stratégie, elle est double. D'abord, c'est de commencer à travailler, à augmenter, élargir l'emprise de la Côte-Saint-Paul. C'est un travail de moine. Vous vous en doutez bien, il y a plusieurs propriétaires qui longent ces côtes-là et cette côte-là. Et pour de longs segments de la Côte-Saint-Paul, ce que vous voyez souvent qui est asphalté, c'est l'équivalent de l'emprise que nous possédons. Donc, parfois, c'est plus large, parfois, ça peut inclure les fossés. Mais on a beaucoup de travail d'acquisition si on vous laisse donner l'espace pour pouvoir travailler et permettre du transport actif. Si bien que la stratégie qu'on a voulu se doter, c'est de travailler sur un parcours parallèle pour favoriser le transport actif, c'est-à-dire de travailler à relier les sections de la rue de l'Accueil, qui est le parallèle à Côte-Saint-Paul et qui nous permet de nous rendre pratiquement jusqu'à la rue du Golfe, donc la ligne hydroélectrique, pratiquement en face de la rue Steve-Zook. Donc, c'est déjà un bon bout. Après, c'est pas mal tout connecté là, par la rue des Fauvettes, Bédard, Albert-Raymond, Bonnie-Brook. Donc, notre priorité, on ne veut pas encourager les gens à faire du transport actif sur Saint-Paul pour plusieurs années encore. L'alternative, ce sera de travailler sur la rue de l'Accueil. On est déjà en train de finaliser les derniers détails avant de commencer à faire des travaux de terrain. Donc, c'était les 2 questions en suivi. Si jamais il y avait des choses qui avaient manqué à l'œil de notre service de communication suivant la consultation, vous êtes bien sûr invités à poser vos questions par Facebook. Puis ça sera transmis par la voix de Mme Émilie Sénécal en fin de séance. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, M. Urbain, rien ce soir. Mme Wilson? Oui, bonjour. Oui. Oui, j'ai un point à l'ordre du jour. Excusez. Donc, le marché public qui va commencer bientôt.
Donc, le 13 juin, on continue nos jeudis festifs avec le marché public, donc de 16 heures à 20 heures, avec tous nos marchands antérieurs et nouveaux. Donc, venez festoyer. On va avoir encore de la musique les jeudis midi, excusez-moi. C'est mon côté enseignante qui ressort, là. Donc, les jeudis en soirée, donc de 16h à 20h, avec les marchands, les producteurs, venez prendre un verre avec nous, venez festoyer avec vos voisins, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci, Mme Wilson. Mme Daesh? Non. Mme Mercier? Mme Gravel? Alors, bonsoir. Qui dit été dit travaux sur nos routes. J'ai quand même une pas pire liste à vous lire. Alors, soyez patients, comme si vous seriez sur la route en train de conduire. Donc, il y a les travaux qui débutent sur pavage de la montée Filion entre la rue du Châtelet et la rue des Lacs à Saint-Jérôme. Pavage de la côte Saint-Nicolas entre la côte Saint-Paul et la rue de la Villa. Et le pavage de la côte Saint-Nicolas entre la rue Aumer et la montagne à Saint-Jérôme. On s'entend que tout ne se fera pas nécessairement en même temps, qu'il va tout commencer en même temps. Il va y avoir des choses en alternance, mais aussi la Ville de Saint-Jérôme qui va faire des travaux. Donc, la Ville de Saint-Jérôme procédera au remplacement de la canalisation sous la côte Saint-Nicolas pour terminer les travaux de drainage de la place Linda. En juillet, la Ville de Saint-Jérôme va installer des feux de circulation, vous avez bien entendu, feux de circulation à l'intersection de Saint-Nicolas et la montagne. Puis la Ville de Saint-Jérôme procédera aussi à la réhabilitation des infrastructures de la chaussée sur le tronçon de la côte Saint-Nicolas jusqu'au boulevard Roland-Godard. Tous ces travaux ne permettront pas nécessairement la circulation en alternance. Il y a des chemins de détour qui seront imposés et le tout sera géré par Saint-Jérôme. Alors, je vous invite à faire preuve de courtoisie, à prévoir vos déplacements. Et si vous voulez être bien informé des détours à prendre et de la date des débuts des travaux, suivre la page Facebook de la Ville, mais aussi vous inscrire à Summum pour recevoir les informations automatisées par téléphone. Alors, merci de votre prudence et de votre patience. Bonne soirée. Patience éventuelle. Nous avons déjà des travaux sur la montée de l'église. Le détour se fait par Grande Allée et la rue Jetée. On a besoin déjà de patience aussi. Il y a des panneaux, radars de vitesse. On entend parler que oui, il y en a qui respectent, mais il y en a d'autres qui sont quand même assez rapides. Ça reste une route résidentielle, c'est 30 km/h. Merci. Merci beaucoup. Patience actuelle et éventuelle. Madame Scriven? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, sur une note de moins de patience, mais de réjouissance, je vous invite donc le 1er juin de 10h à 16h à notre fameux événement, le 323 Carrefour Créatif. Donc, on réunit la créativité des gens de Saint-Colomban avec un marché des artistes et des artisans. On réitère aussi la journée des petits entrepreneurs. Bien sûr, avec une ambiance festive et musicale, un espace 0,5 ans encore une fois. Et de 10h à midi, on vous invite à découvrir en fait les différents secteurs des services municipaux. Donc voilà, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup, Madame Rabier-Beaulieu. Oui, bonsoir. Alors moi, je vais vous parler d'un super beau projet qui a été mis sur pied par et pour les jeunes de Saint-Colomban. Donc, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule « Quelques minutes avant la fin du monde ». Les jeunes ont travaillé vraiment avec des professionnels engagés à développer la pièce, les décors, les costumes, et ce sera présenté à la salle André-Prévost, à la Polyvalente de Saint-Jérôme, le 26 mai prochain. Donc, c'est dimanche à 16h, dimanche le 26 mai. Et les billets sont disponibles à la bibliothèque. C'est une contribution volontaire. Donc, il y a encore quelques billets de disponibles. Venez en grand nombre. Et puis, voilà, contribution volontaire qui va être remis. Les profits, dans le fond, vont être remis à un organisme. On va en parler plus tard dans la séance. Donc, voilà, je vous invite à venir en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et est-ce qu'il y en aurait en ligne? Pas de questions. 2.1.4, avis de motion au dépôt de projet de règlement numéro 1002-2024-02, modifiant le règlement numéro 1002-2024 relatif à la tarification des services municipaux 2024. Est-ce que quelqu'un donne cet avis de motion?
Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Wilson. Donc, le projet de règlement, c'est une petite modification. On vient abroger la tarification des permis de déneigement. Donc, évidemment, c'est un permis qui était émis de 25 $, je pense, qui autorisait les entreprises privées à déneiger de manière résidentielle sur le territoire. Donc, c'était extrêmement lourd comme gestion administrative pour ce que ça rapportait. Et les gens recevaient comme message que parce que c'était autorisé par la ville avait une responsabilité d'assurer, je dirais, le comportement décent de ces entrepreneurs-là, alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, pour éviter de générer une confusion au cours des prochaines années, on a décidé d'abroger cette tarification-là. C'est ce que vient dire le règlement. Donc, on coupe finalement le lien que les gens pourraient faire entre un entrepreneur privé en déneigement résidentiel et la ville, pour éviter que les citoyens soient confus. 2.1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1011-2019-05, modifiant le règlement numéro 1011-2019 concernant la qualité de vie. Tel qu'amendé, est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais vous la donner, M. le maire. Merci, Mme Derèche. Donc, plusieurs petites modifs. D'abord, article 1, on vient interdire au niveau des espaces publics les armes et les imitations d'armes, armes blanches, masques, cagoules et déguisements. Donc, c'est à la suggestion du service de police aussi que cette suggestion-là a été faite à l'intérieur du comité de sécurité sur les collectivités. Donc, il y a beaucoup de vandalisme actuellement sur le territoire. Puis, il y a un phénomène de fausses armes là, qui est manifesté, notamment pour intimider sur le territoire. Le service de police veut avoir des moyens d'intervenir puis de limiter les impacts que ça pourrait avoir. Articles 2 et 3, donc, c'est lié à la définition des entrepreneurs liés au permis de déneigement. Donc, c'est en lien avec le dernier règlement qu'on vient abroger. Article 4, donc, on vient encadrer la législation au niveau des armes de chasse. Donc, on vient clarifier que c'est interdit, sauf en zone rurale et conservation. Donc, évidemment, dans les territoires où la chasse est permise, c'est possible. Mais à l'extérieur, on ne peut pas exhiber, se promener avec une arme de chasse juste pour le plaisir. C'est encore une fois en lien avec l'intervention du service de police. Donc, dans ces zones-là, il faut toujours respecter aussi les 5 limitations. Donc, même en zone rurale, puis je prends un moment pour le rappeler, en zone rurale, en zone de conservation, il y a quand même 5 restrictions qui s'appliquent, peu importe où nous nous trouvons. C'est toujours interdit dans un espace public. C'est interdit à moins de 250 mètres d'une habitation, d'un chemin dans le cas où le propriétaire aurait une carabine. Et concernant un fusil ou un arc ou une arbalète, on n'a pas le droit de se promener avec ça ou même de chasser à moins de 100 mètres d'une habitation ou d'un chemin. Évidemment, on vient statuer aussi que c'est interdit de se promener ou de chasser une demi-heure après et après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. Donc, on vient clarifier là, à la demande du service de police. 2.1.6, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 1028-2024-01, modifiant le règlement numéro 1028, déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Ça pourrait être quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, M. le maire. Merci, Mme Derèche. Donc, dans ce règlement-là, on vient ajouter 14 lots à notre liste déjà préétablie. Donc, de ces lots-là, chaque propriétaire va recevoir une lettre personnalisée qui va lui indiquer qu'est-ce qu'il a le droit de préemption et quelles sont ses responsabilités suivant cette applicabilité de règlement. Il va avoir l'adoption au mois prochain. J'ai dit 14, mais c'est 12, pardonnez-moi. 2.1.7, autorisation de signature d'une entente remplaçant l'entente relative à la régie intermunicipale pour la réalisation et la poursuite du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est une longue réseau que je tiens à lire parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Considérant que l'entente remplaçant l'entente relative à la régie intermunicipale pour la réalisation et la poursuite du parc régional de la Rivière-du-Nord prévoit à son article 9, alinéa 2. Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des municipalités n'avise par courrier recommandé ou certifier les autres municipalités de son intention d'y mettre fin. Cet avis devra être donné au moins 12 mois avant l'expiration du terme initial ou de toute autre période de renouvellement de la présente entente. Considérant que Sainte-Sophie, Prévost, Saint-Hippolyte et Saint-Colomban ont adopté dans le délai prescrit chacune une résolution indiquant leur volonté de mettre fin à l'entente. Considérant que Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro CM 1622
barre... non, c'est barre oblique, merci. J'ai slash, mais ce n'est pas le bon terme. 23-06-20 par laquelle elle consent à participer à un comité de travail conjoint sur l'élaboration d'un nouveau modèle de gouvernance du parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant que les parties en collaboration avec la MRC Rivière-du-Nord ont entamé des discussions en vue de dissoudre la régie, considérant que la régie détient un emprunt venant à échéance en mars 2027 pour lequel les billets ne peuvent être cédés aux municipalités prenant possession des actifs en cas de dissolution avant échéance et que par conséquent, la régie ne peut être dissoute avant 2027, soit lors du renouvellement de l'emprunt. Considérant qu'au 13 décembre 2023, l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la régie intermunicipale pour la réalisation et la poursuite du parc régional de la Rivière-du-Nord a pris officiellement fin, et ce, conformément à l'article 9 de la dite entente, considérant qu'en vertu de l'article 618 du Code municipal du Québec et de l'article 468.49 de la loi sur les cités et villes, lorsque 3 mois après la fin de l'entente, les municipalités qui étaient parties ne le renouvellent ou n'adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les 3 mois de l'expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales. Considérant que sans entente, la régie ne peut plus entreprendre de travaux et n'administre que ses affaires courantes conformément à l'article 617 du Code municipal et à l'article 468.48 de la loi sur les cités et villes, considérant qu'afin de maintenir ses activités jusqu'au 31 décembre 2024, la régie doit décréter une quote-part supplémentaire pour chacune des municipalités. Considérant que la régie Saint-Jérôme et Prévost ont accepté de collaborer afin de mandater une firme externe pour la réalisation d'un plan de développement stratégique écotouristique ainsi que la transmission de recommandations sur les modes de fonctionnement privilégiés pour conserver le parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant que d'ici le dépôt des recommandations sur les modes de fonctionnement privilégiés pour conserver le parc régional de la Rivière-du-Nord émanant du plan de développement stratégique écotouristique, il s'avère nécessaire que les municipalités mettent en place une nouvelle entente intermunicipale permettant à la régie de poursuivre la mission du parc régional de la Rivière-du-Nord jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant qu'une fois le dépôt du plan de développement stratégique, les municipalités négocieront une nouvelle entente. Considérant que les municipalités participantes désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal ou 468 et suivants de la loi sur les cités et villes pour conclure une entente intermunicipale relative au maintien de la régie. Jusqu'au 31 décembre 2024, il est proposé de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'accepter l'entente intermunicipale relative au maintien de la régie intermunicipale pour la réalisation du parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente intermunicipale relative au maintien de la régie pour la réalisation du parc régional de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. Donc, je vulgarise. Nous, on voulait partir, comme Prévost, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie. Saint-Jérôme a changé d'idée dans le processus. Ceci dit, on faisait face un peu à un cul-de-sac où on était condamné à s'entendre à cause de l'existence du règlement d'emprunt qui se termine en 2027. La régie ne peut être dissoute. On aurait pu s'entendre sur une négociation au niveau des activités qui peuvent être transmises. On a décidé de travailler avec un objectif 31 décembre 2024 et on souhaite dans les prochaines semaines, prochains mois, vous arriver avec des nouvelles parce que ce qui ne peut pas être annoncé aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire, mais on travaille à ce que ce supplément de quote-part-là vienne donner des avantages à la population de la ville de Saint-Colomban. Donc, ça, c'est la première partie de la négo, l'entente, puis il y a une deuxième partie qui va suivre, je l'espère, au cours des prochaines semaines. J'essaie d'aller le plus loin que je peux sans annoncer des choses qui ne sont pas officielles. Donc, merci pour la proposition. Ça nous amène à 2.1.8. Autorisation de signature d'une entente financière avec Éco-Entreprise Québec. Donc, considérant que la Ville doit conclure une entente financière avec Éco-Entreprise Québec relativement à la collecte et au transfert des matières recyclables, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente financière relative à la collecte et au recyclage des matières recyclables avec Éco-Entreprise Québec. Donc, c'est une durée d'1 an. Est-ce que quelqu'un propose? Chris Alwinson, je vais le proposer, M. le maire. Merci. 2.1.9, mandat à la firme PFD Avocat représentation afin de procéder à l'acquisition d'immeubles. Considérant que la Ville désire mandater son procureur afin de la représenter dans divers dossiers d'acquisition d'immeubles, il est proposé de mandater la firme PFD Avocat pour représenter la Ville lors d'acquisition d'immeubles, et ça dans divers dossiers, ainsi que pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. Évidemment, cette résolution ne peut être en aucun cas considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous propose. Merci. 2.1.10. Adhésion au Fonds d'assurance des municipalités du Québec.
Donc, il est proposé que la Ville demande à devenir assurée par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d'assurance avec celui-ci, et ce à compter du 1er juin 2024. Que la Ville s'engage à respecter le règlement constituant le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, de la FQM et de ses amendements, et par la loi concernant l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, et la fusion par voie d'absorption de la mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci et accepte d'être régie par eux. Que la Ville contracte ses assurances avec le Fonds d'assurance des municipalités, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition préliminaire datée du 6 mai 2024. Que la municipalité contracte ses assurances de dommages avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec tant qu'elle n'avise pas le fonds de son intention de se retirer conformément au règlement constituant le Fonds d'assurance des municipalités du Québec en vigueur, et ça à compter du 1er juin 2024. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. Donc, on a reçu une proposition qui était drôlement avantageuse financièrement pour la Ville de Saint-Colomban par rapport à l'ancienne couverture d'assurance. Donc, évidemment, on a analysé le dossier, puis on a décidé d'aller de l'avant et de changer pour la mutuelle des municipalités du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.1.11, résiliation des polices d'assurance de la Ville. Considérant que la Ville a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupants afin de procéder à l'achat comme d'assurance de dommages, à l'achat commun d'assurance de dommages pour la période 2019-2024 pour le compte de la Ville, considérant que la Ville désire changer de fournisseur d'assurance et adhérer au Fonds d'assurance des municipalités du Québec mis sur pied par la Fédération québécoise des municipalités du Québec à compter du 1er juin 2024. Il est proposé de procéder à la résiliation de toutes les polices d'assurance actives contractées par l'intermédiaire de l'UMQ, et ça à compter du 1er juin 2024, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution, d'imputer la dépense de 29 229,64 excluant les taxes applicables reliées à la résiliation au code budgétaire 0230 00 422. Donc, de résilier le contrat avant la date d'échéance, ça nous coûtait 29 279,64 évidemment, le gain économique de faire le changement est plus important que la résiliation, parce que si ça n'avait pas été le cas, on ne l'aurait pas fait. Donc, c'est important pour vous de comprendre que le gain surpasse, dans ce cas-ci, le 29 279,64 Et l'estimation, on l'estime autour de 90 000, 80 000? Un peu plus que ça annuellement. Donc, c'est quand même important. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.1.12, nomination d'un représentant de la Ville auprès de l'Association de hockey mineur de Mirabel. Donc, il est proposé de nommer le maire ou en son absence la mairesse suppléante afin de représenter les intérêts de la Ville auprès de l'Association de hockey mineur de Mirabel. Il faut savoir que les villes ont un poste d'observateur au sein de cette association-là, mais ce poste-là nous permet d'avoir un droit de parole lors de tenue des assemblées, des réunions, mais pas de droit de vote. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorèche. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en avril. Donc, une séance ordinaire qui s'est tenue le 9 avril dernier et l'Assemblée de consultation publique du 30 avril. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.2.2, dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires de M. le conseiller Étienne Urbain. Donc, c'est un dépôt. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er avril au 30 avril 2024. Ça représente un montant de 1 090 432,20 $. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes. Ça représente un montant de 484 516,40 $ en référence au chèque numéro 38 164 à 38 329 et d'autoriser la trésorière ou en son absence. En fait, c'est d'autoriser le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe en effectuer les paiements. Pas encore? D'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe en effectuer les paiements. Non. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 mars au 30 avril 2024. Mme Scriven? Oui, donc, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020, concernant la délégation de pouvoir suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 28 mars au 30 avril 2024. Donc, nous avons 5 embauches, 1 rappel, 1 nomination et 2 démissions. Merci beaucoup.
2.4.2, embauche d'une intervenante psychosociale. Donc, le poste était vacant. Considérant qu'à la suite de l'analyse de candidature et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer Mme Caroline Gosselin à ce poste. Vous avez une photo, je crois, qui vient avec la réseau. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Caroline Gosselin à titre d'intervenante psychosociale à compter du 17 juin 2024. Donc, si Mme Gosselin nous écoute, nous vous souhaitons la bienvenue. De lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 7 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Pour les fins de vacances annuelles, 3 semaines de congés payés seront payables au 1er mai 2025. Mme Gosselin est éligible à la couverture d'assurance collective à compter de son premier jour de travail. La présente résolution est conditionnelle à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.3, embauche d'un capitaine aux opérations au service de sécurité incendie. Donc, même chose, considérant qu'à la suite de l'analyse de candidature et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande d'embaucher M. Frédéric Blais-Post. Il y a un petit déterminant de trop. Il est proposé d'embaucher M. Frédéric Blais, de capitaine aux opérations au service de sécurité incendie à compter du 22 mai 2024, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci. 2.4.4, fin de la période de probation capitaine aux opérations et services en sécurité incendie. Donc, il s'agit ici de M. Sébastien Renaud. Sa résolution d'embauche s'est faite en décembre 2023. Il y a eu, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, évidemment, il a rencontré ses objectifs là, dans le cadre de sa probation. Et donc, il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Sébastien Renaud et de confirmer le statut d'employé cadre régulier, suivant, évidemment, le dépôt de son évaluation. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je vais le proposer, Étienne Aubin. Merci, M. Urbain. 2.4.5, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Donc, c'est un congé sans solde pour M. Michael Touin afin de suivre une formation spécifique à l'emploi. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer la lettre d'entente particulière. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.6, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Dans ce cas-ci, ça concerne Mme Cindy Lupien au service des travaux publics. Donc, c'est journalière spécialisée à l'horticulture au service des travaux publics. Il s'agit de faire débuter sa journée à 7h15 pour un principe de conciliation travail-service de garde. Donc, je ne voulais pas faire... c'est pas de nos affaires de savoir quel est le service de garde, qu'il soit en milieu familial, CPE ou privé. Mais c'est une conciliation d'horaire, évidemment, là, être mère d'un ou d'une jeune enfant. Donc, c'est de commencer à 7h15, mais de terminer à l'heure régulière. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci, madame. 2.4.7, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Donc, c'est une entente qui est survenue dans ce cas-ci concernant la retraite progressive. La retraite progressive de Mme Maryse Collin et d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer la lettre d'entente particulière relative à la retraite progressive de Mme Maryse Collin. Il y a beaucoup de M. Mme Maryse Collin. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Donc, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. C'est une diminution à 2 jours semaine, hein, c'est bien ça? 3 jours semaine. Merci. 2.4.8, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2024-07 avec le syndicat de la fonction publique relativement à la certification de préposé à l'aqueduc. Dans les autres réseaux, il manquait les numéros de lettre d'entente, hein, si je me fie. C'est des lettres d'entente particulières, il n'y a pas de numéro. OK, merci beaucoup. Considérant l'entente survenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relative à la certification de préposé à l'aqueduc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la lettre d'entente numéro 2024-07 avec le syndicat. Donc,
les employés qui vont faire des tâches affectées à l'aqueduc et qui ont la certification de préposé à l'aqueduc vont recevoir un salaire de journalier spécialisé parce que c'est une tâche spécialisée. C'est ce que vient de dire la lettre. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. Il faut que les employés possèdent cette certification-là, évidemment. 2.4.9, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2024-08 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement à la création de postes de préposés aux ressources humaines et de préposés à l'administration à la paye. Donc, considérant l'entente survenue, c'est-à-dire l'abolition du poste de préposé à la paye et aux ressources humaines, création d'un poste de préposé aux ressources humaines et sa description d'emploi, création d'un poste de préposé à l'administration et à la paye et sa description d'emploi. Considérant que le Conseil autorise la création des postes cités précédemment, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la lettre d'entente. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer avec plaisir. Merci beaucoup. 2.4.10, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2024-09 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement à la création d'un poste de secrétaire administrative à 3 jours semaine au service d'aménagement, environnement et urbanisme. Donc, considérant l'entente survenue entre la Ville et le syndicat, considérant que le Conseil autorise la création du poste cité précédemment, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la lettre d'entente numéro 2024-09. C'est lié avec la diminution à 3 jours semaine de Mme Collin. Donc, on comble la journée en établissant un poste 3 jours. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 2.4.11, mesures disciplinaires, suspension d'une journée sans solde, considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines, portant le numéro 160-1. Il est proposé d'imposer une mesure disciplinaire conformément au rapport numéro 160-1, laquelle consiste à une suspension d'une journée sans solde qui aura lieu à un moment déterminé par la directrice générale. Il manque le numéro d'employé. C'est normal? Maintenant, il faut référer un numéro de rapport en vertu Ah, de nouvelles modifications. Dans lequel le numéro d'employé? Bon, bien, merci. Il y a des changements tous les mois. 2.4.12. Ouais, ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. Adoption de la politique numéro 8033, reconnaissance des employés. Donc, considérant que la Ville désire adopter la présente politique et ça dans une vision de reconnaissance des employés, il est proposé d'adopter la politique numéro 8033, reconnaissance des employés, datée du 14 mai 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Puis je vais renchérir aussi. Allez-y. Donc, en fait, on a mis en place, on a revampé, si vous voulez, la politique de reconnaissance de la Ville de Saint-Colomban. Pour nous, c'était important de le faire afin d'être non seulement en ligne avec le marché du travail, mais également d'avoir une approche un peu plus axée sur l'employé, puis également une politique de reconnaissance qui est encadrée par un processus, mais également qui est représentative des valeurs de la Ville de Saint-Colomban. Donc, voilà. Merci beaucoup. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2024. Donc, la rencontre s'est tenue le 16 avril dernier. C'est un dépôt. 3.2, dérogation mineure, 92 rue du Lac-Rainfray. Mme Dorèche. Oui, si ça ne vous dérange pas, M. le maire, je vais demander à ma collègue Bien Christiane sûr, Mme d'en faire la lecture. Avec plaisir. Vous étiez au courant? 2 minutes avant la séance. Tout à fait. Donc, dérogation mineure, 92 Lac-Rainfray, considérant la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble suivant, matricule 5765-32-2598, cadastre 6 242 729, adresse 92 rue du Lac-Rainfray. Considérant que la demande de dérogation mineure visant à permettre l'aménagement de la zone tampon soit de 1,17 mètres au lieu de 10 mètres entre un terrain à usage commercial et un autre terrain à usage résidentiel dû à la présence de l'aménagement d'une aire de stationnement, et ce, tel que prescrit au règlement de zonage 3001, article 535, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 2363, préparé par Sylvain Itu, arpenteur géomètre, en date du 11 avril 2024. Considérant la demande défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024, considérant la dérogation mineure 2024-20-084 visant à réduire la zone tampon à 1,17 mètres au lieu de 10 mètres, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024, considérant la dérogation mineure 2024-20
084 afin de ne pas avoir à ériger une clôture opaque sur le terrain commercial. Considérant l'avis public affiché et publié le 19 avril 2024 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure. Considérant que la parole est donnée aux personnes présentes à l'Assemblée et en ligne. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce sujet? Non? On peut poursuivre. En conséquence, il est dûment proposé de refuser la demande de dérogation mineure visant à réduire la zone tampon à 1,17 m au lieu de 10 m, et ce tel que prescrit à l'article 535 du règlement de zonage 3001. Le tout tel que démontré au certificat d'implantation préparé par Sylvain Thuy, arpenteur géomètre, minute 2363 en date du 20 octobre 2023, modifié le 11 avril 2024 tel que recommandé, mais d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-20-084 afin de ne pas avoir à ériger une clôture opaque sur le terrain commercial tel que recommandé. Donc, dans ce cas-ci, la zone tampon là, s'appliquait uniquement sur la réalisation là, de l'entrée du stationnement. Donc, c'est un service de garde. C'est une garderie, finalement, privée subventionnée qui va se situer en face de l'école Le Triolet, qui est en construction actuellement. Mais le stationnement, donc la demande, c'était de la possibilité de réaliser le stationnement à l'intérieur de la zone tampon. La zone tampon existe quand on change de zonage. Donc, quand on passe d'un zonage habitation à un zonage commercial, notre règlement demande une zone tampon pour limiter les impacts de ce changement-là sur le territoire. Donc, dans ce cas-ci, le promoteur demandait de ne pas y tenir compte. Donc, le CCU recommande, puis c'était aussi possible, là, ça existait la possibilité d'aménager le stationnement sans être dans la zone tampon. Donc, le CCU recommande de ne pas accepter ça. Ce que le conseil, la proposition conseil, c'est effectivement de ne pas l'accepter. Puis, pour les mêmes raisons là, d'arrimage entre commercial et résidentiel, on demande d'ériger une clôture opaque entre les deux zones. Évidemment, si l'objectif de faire respecter une zone tampon, donc de garder un espace naturel entre une zone et un bâtiment, entre deux zones finalement, cet objectif-là, il est louable, mais si on vient déboiser pour mettre une clôture, c'est comme des objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles. Donc, dans ce cas-ci, le CCU a recommandé au Conseil de ne pas soutenir l'idée de réaliser une clôture pour séparer les trucs afin de garder cette zone tampon-là. La même logique a amené le CCU à refuser le fait que le stationnement soit en zone tampon pour garder vraiment un espace naturalisé. Donc, est-ce que quelqu'un propose ces conclusions-là? Daniel Derèche, je propose. Merci, Mme Derèche. 3.3, plan d'installation d'enseignes conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. PIA, dossier 2024-20052. Ça a l'air que c'est moi qui continue. Allez-y. Je m'excuse pour ma super voix, là, mais elle est toujours là. Je m'en suis habituée. Considérant la demande de certificat d'autorisation pour une enseigne commerciale située au 642 Montéfilion, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc PIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024, en conséquence, il est dûment proposé d'accepter les plans relatifs à la demande de certificat d'autorisation pour un projet d'enseigne commerciale ayant comme adresse le 642 Montéfilion, le tout tel que montré au plan préparé par A.C. Warebrook, infographiste, daté du 27 février 2024, et ce, conformément au règlement 608, tel qu'amendé, concernant les PIA, le tout Conditionnellement, il manque, il manque une partie de mots, là. Conditionnellement à l'aménagement paysager à la base de l'enseigne, d'autoriser le service d'aménagement, environnement, urbanisme à délivrer les permis à cet effet. Donc, on est dans le petit mail commercial sur Filion. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Merci, Madame. 3.4, plan projet de rénovation conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, dossier 2024-20-068. Je vais continuer. Allez-y, Mme Wilson. Donc, considérant la demande de permis de rénovation pour un bâtiment commercial situé au 339 Montée de l'Église, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les PIA,
Concernant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024, en conséquence, il est dûment proposé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de rénovation commerciale ayant comme adresse civique le 339 Montée d'Église, le tout que montré par, le tout tel que montré au plan préparé par Michel Marcel Perron, architecte en date du 2 avril 2024, et ce, conformément au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les PIA, le tout aux conditions suivantes, que l'aménagement paysager doit prévoir la plantation d'arbres en marge avant, soit 2 arbres au nord et 4 arbres au sud de l'immeuble, qu'un écran végétal soit aménagé afin de camoufler l'enclos des matières résiduelles, qu'un écran végétal soit aménagé afin de camoufler le quai de chargement de livraison, d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à délivrer les permis à cet effet. Donc, on pourrait même y installer des fustets. J'imagine. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Daniel Darèche, je propose. Merci beaucoup. Donc, peut-être revenir, Mme Sénécal. Donc, ici, on parle c'est l'ancien Petit Marché, donc un bâtiment qui est abandonné, vacant depuis de nombreuses années. Donc, le propriétaire a fait une proposition au cours des dernières semaines. L'idée, c'est de venir rénover l'entièreté du bâtiment. Donc, le projet qui est proposé, évidemment, c'est 3 locaux, mais ce n'est pas nécessairement déterminé. Donc, nous, ce qu'il faut se concentrer, c'est vraiment la façade, le type de bâtiment, ce que ça va avoir de l'air et l'aménagement paysager, puis la refonte aussi du stationnement. Il y a l'idée d'avoir une petite terrasse. Donc, s'il y avait une offre intéressante, ça pourrait être la location de l'entièreté du bâtiment. Sinon, là, ça peut être 2 ou 3 commerces qui pourraient s'établir ici. Donc, comme je ne l'ai pas mentionné encore, mais que vous allez entendre demain, l'idée, on le sait qu'il y a beaucoup de projets sur le territoire. Il y a beaucoup de citoyens qui caressent l'idée de développer des projets de commerce de proximité, que ce soit pâtisserie, boulangerie, crèmerie. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que le propriétaire veut réfléchir l'aménagement de ce site-là. Donc, moi, j'incite les gens qui nous écoutent, ou si vous connaissez des gens qui développent ce type de projet-là actuellement, de nous contacter, la ville, puis on vous mettra en contact avec le propriétaire pour évaluer si un match pourrait être possible. Parce que nous, notre objectif, évidemment, là, vous le savez, là, c'est de dynamiser un peu ce centre-ville-là, puis d'arriver à intégrer davantage de commerce de proximité qui fait sauver des déplacements et qui génère du bonheur beaucoup plus grand dans ce centre-ville. Donc, est-ce que ça a été proposé? Oui, non? Oui, non, non, oui? Oui, ça a été proposé? Ça a été pas proposé? Je peux répéter? Est-ce que vous voulez? Je propose. Ah, merci, Mme 3.6. Nomination de Mesdames Sarah Lévesque et Jasmine Léger au comité consultatif en... Oui, 3.5? Oui, désolé. Considérant la demande, plan d'installation d'enseigne conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, dossier 2024-20-089. Mme Wilson, ça concerne l'écocentre de Saint-Colomban. Exactement. Donc, considérant la demande de certificat d'installation pour une enseigne institutionnelle pour l'écocentre situé au 355 Montée d'Église, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les PIA, considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024, en conséquence, il est dûment proposé d'accepter les plans relatifs à la demande de certificat d'installation pour une enseigne institutionnelle pour l'écocentre ayant comme adresse civique le 355 Montée d'Église, le tout tel que montré au plan préparé par Mathieu Douville du service des communications en date du 5 avril 2024, et ce conformément au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les PIA, le tout conditionnel à l'aménagement paysager à la base de l'enseigne, d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à délivrer les permis. Oui, l'objectif, c'est de nous débarrasser des fragmites puis que ça a l'air d'autre chose que d'un champ de foin. Tu mets de l'amour. Exact. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer encore une fois.
Merci, Mme Darèche. 3.6. Donc, nomination de Mme Sarah Lévesque et Jasmine Léger au comité consultatif en urbanisme. Considérant que le conseil municipal, par la résolution 006-01-2024, procédait à la nomination des membres du comité consultatif en urbanisme, considérant que Mme Geneviève Laplante, membre du comité consultatif en urbanisme, a remis sa démission, considérant qu'un autre des sièges prévus pour les membres citoyens est vacant, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination de 2 nouveaux membres, il est proposé de nommer séance tenante Mme Sarah Lévesque, donc pour lequel la fin de mandat sera prévue le 15 janvier 2025, et Jasmine Léger, fin de mandat le 15 janvier 2026, afin de faire partie du comité consultatif en urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Christiane Wilson. Merci beaucoup. 3.7, adoption du règlement. Bienvenue, mesdames. Oui, tout à fait. Comité consultatif, là. D'ailleurs, mesdames, si vous nous écoutez, le prochain comité consultatif d'urbanisme est mardi prochain. Soyez prêtes. Soyez prêtes, oui. 3.7, adoption du règlement numéro 599-2024-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le plan particulier d'urbanisme secteur centre du périmètre urbain. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné le 9 avril dernier par Mme Darèche, considérant l'adoption du projet de règlement le 9 avril, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique le 30 avril 2024, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 599-2024-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le plan particulier d'urbanisme secteur centre du périmètre urbain. Donc, ce règlement-là contient 7 articles de contenu. Là. Il y en a 8, évidemment. Il y a tout le temps un dernier qui vient stipuler que ce règlement-là entre en vigueur. Donc, là-dedans, vous allez pouvoir trouver la vision, les orientations d'aménagement et le point le plus important, tant qu'à moi, l'ajout de l'annexe 5 dans le règlement. Donc, c'est vraiment c'est ce qui a fait l'objet de la consultation, là, de la consultation publique du 30 avril dernier. Là. Donc, toutes les informations sont intégrées dans cette annexe-là. Donc, c'est intégré au règlement 599, qui est notre plan d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un me propose? Daniel Doré, je propose. Merci. Donc, pour ceux qui voudraient revoir cette consultation-là, évidemment, on l'a archivée sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est quand même ça a duré 2 heures, incluant la période de questions. Donc, 1 heure de présentation, plus près d'1 heure de questions, je pense. Donc, ça va vous donner les orientations, la vision, puis qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce plan particulier-là, qui est situé dans le périmètre urbain. 3.8, adoption du règlement numéro 3016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, même chose, l'avis de motion a été donné le 9 avril par Mme Darèche. L'adoption du règlement aussi le 9 avril. La tenue de l'Assemblée de consultation publique, c'est aussi tenu le 30 avril 2024. Donc, le règlement a été mis à la disposition du public. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Même chose dans ce cas-là, là, si vous vous rappelez, on venait modifier le PIA puis l'appliquer sur 5 secteurs différents. Donc, évidemment, le PPU. Il y a le Coteau aussi, qui est Rivière-du-Nord-Ouest, la zone industrielle et les espaces commerciaux, là, donc montée de l'église en entrant sur le territoire et l'espace commercial sur Saint-Nicolas, entre Filion et à peu près la rue de la Pinède. Donc, encore une fois, c'est possible de consulter ou de revoir la consultation publique sur Facebook et YouTube. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 3.9, avis de motion, règlement numéro 3001-2024, 27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier les limites des zones H1-128 et H1-129. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Wilson. 3.10. Adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2024-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001. Le but, c'est de modifier les limites des zones H1-128 et H1-129. Donc, l'avis de motion a été donné séance tenante. La copie du règlement a été mise à la disposition du public et considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. L'objectif de ce règlement-là, c'est de faire suivre les lignes qui déterminent les zones en fonction d'un lot là, particulier sur la rue des Sarcelles. Donc, le règlement antérieur là, venait scinder le lot en 2. Donc, on veut juste simplement faire suivre la ligne de l'eau. C'est l'objet de la modif.
Donc, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3 en 2024-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3 en tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H1 128 et H1 129, comme je viens de l'expliquer, de tenir une assemblée de consultation publique le 11 juin 2024 à compter de 17 heures. C'est sûr que ce ne sera pas une longue consultation publique. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Christian Wilson. Merci. 3.11, avis de motion, règlement numéro 3 24-28. 2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Donc, nous sommes dans la concordance du PPU. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci. 3.12, adoption du projet de règlement numéro 3001-2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Donc, l'avis de motion a été donné séance tenante. Le projet de règlement est mis à la disposition du public. Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation. Ils ne sont pas susceptibles d'approbation. Est-ce qu'ils le sont ou ils ne le sont pas? S'il y a consultation publique. Merci beaucoup. Donc, ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599, tel qu'amendé, et de tenir une assemblée de consultation publique le mardi 11 juin 2024 à compter de 17 heures. Donc, cette modification-là, ça concerne la section 15 du règlement 3001. Donc, on vient ajouter les dispositions applicables au plan particulier d'urbanisme dans le règlement 3001. Donc, puis c'est pratiquement une copie conforme. C'est là qu'on vient déterminer c'est quoi la réglementation sur les bâtiments accessoires, tout le tralala. C'est assez costaud, mais c'est une copie conforme de ce qui existait déjà. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose Daniel Derèche. Merci. 3.13, première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire prolongement de la rue des Patriotes, protocole d'entente PA 2023 PAT 01. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la trésorière ou en son absence le trésorier adjoint à procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir la somme de 591 793,57 $ et à signer tous les documents à cet effet, le tout conditionnellement à ce que le titulaire dépose un montant de 241 775,18 $. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. Donc, évidemment, on avait reçu un rapport. Le rapport était favorable. Ça a été fait par M. Patrick Labelle, ingénieur à l'intérieur de notre service de travaux publics, daté du 19 avril 2024, qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet ont été complétés et répondent aux exigences du règlement 245-2014. 3.14, modification de la résolution 116-04-2024 relative à l'adoption du projet de règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, considérant que par la résolution 116-04-2024, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600. Afin de se conformer au plan d'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin d'ajouter une mention quant à la tenue d'une assemblée de consultation publique à la suite du 5e paragraphe. Il est proposé de modifier la résolution 116-04-2024 afin d'ajouter à la suite du 5e paragraphe le paragraphe suivant de tenir une assemblée de consultation publique le mardi 11 juin 2024 à compter de 17 heures. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer Daniel Derèche. Merci. 3.15, c'est une très longue résolution pour laquelle je vais vous demander de m'absoudre de lire les numéros de l'eau. Modification de la résolution 013-01-2023 relative à la première acceptation des travaux et libération de la garantie hypothécaire de projet domiciliaire Les Jardins Saint-Colomban, phase 1 et 2, protocole d'entente PA 2021, CHOL 01. Donc, il est proposé de modifier la résolution 013-01-2023 par ce qui suit, remplacer les 3e et 4e paragraphes ainsi qu'ajouter un 5e paragraphe comme suit. Considérant qu'il a lieu de procéder à la mainlevée de la garantie hypothécaire affectant le lot 1 672 966 du Cadastre du Québec enregistré au bureau de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 27 467 902, considérant qu'il y a lieu de conserver une garantie financière correspondant au montant d'1 135 631 $ et 7 sous afin de garantir les travaux de pavage et d'accotement de bassins de rétention d'ensemencement des fossés de la phase 3. Considérant que cette garantie financière sera versée sous la forme d'une garantie hypothécaire, et c'est ça qui est très long, là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lots. Donc, on vient remplacer, ça c'est une ancienne formule réglementaire qui s'appliquait avant 2013. Donc, au lieu de demander de l'argent, on demandait une garantie hypothécaire. On ne fonctionne plus comme ça depuis 2013-2014.
Donc, voilà, il fallait remplacer le paragraphe avec cette liste de lots par un autre paragraphe avec une autre liste de lots. Fait que c'est ça que j'aimerais bien que je ne voudrais pas lire. Est-ce que c'est correct? Tout le monde a pris connaissance des lots? Donc, est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 4001-2024-19, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais la donner Monsieur le maire, Jessica Rabibeau-Lieu. Merci. Donc, c'est la saison du retrait des arrêts. Donc, évidemment, on le remplace par des bosses de ralentissement. Il n'y a pas lieu de paniquer. Donc, on enlève l'arrêt au coin de Jonquier et Pensée et on vient ajouter une bosse de ralentissement. Donc, c'était un autre arrêt qui avait été utilisé pour réguler la vitesse, alors que le débit ne le justifiait pas. Et on fait la même chose sur le chemin du Roi, coin du Château, chemin du Roi, coin de la Fée. Donc, les arrêts vont être enlevés. Il va y avoir une bosse de ralentissement qui va venir s'installer dans ce secteur-là, qui va avoir le même effet que anciennement d'appliquer des stops, où le débit ne le justifie pas. Donc, ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image après le retrait. Donc, on voit, il y avait des arrêts ici. Château-Fée. En fait, ouais, ça part. Cet arrêt-là, il s'en va. Ouais. Donc, cet arrêt-là, il s'en va. Cet arrêt-là, il s'en va. Là, actuellement, il y a une bosse de ralentissement qui est là. On vient en réaliser une autre ici. Donc, c'est très, très près. L'idée, c'est de réguler la vitesse à 30 km/h. Et évidemment, là, c'est un débit là, qui ne justifie pas. Là. Il y a quelques maisons ici. Et le chemin du Roi, c'est une collectrice. Là. C'est une rue qui est quand même importante dans le secteur du Bois-Dormant. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 4.2, octroi de contrat, pavage de courte section de rue. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'évidemment, ces secteurs-là ont été analysés là, par le service, le comité de la sécurité routière. Donc, par la réalisation d'une grille. Oui, OK, c'est moi qui s'est trompé, ça se peut. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Donc, c'est une grille, donc on a des critères, c'est tout analysé. On vient regarder le triangle de visibilité, le temps de réaction, le visuel. Donc, puis ces lieux-là, ils cochaient, évidemment, ils répondaient à toutes les exigences, en plus d'un débit qui était plus important sur l'axe principal par rapport aux axes de croisement. Voilà. C'était seulement l'avis de motion, en fait. C'est ça qui m'a confondu. 4.2, octroi de contrat, pavage de courte section de rue. Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le pavage de courte section de rue, programmation 2024, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 6 mai 2024, donc 6 entreprises. Vous avez le tableau derrière moi. Donc, les montants varient de 174 518 à 276 164 Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Monco Incorporée, et ce, conformément à leur soumission datée du 6 mai 2024, au montant de 174 518,61 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement numéro 2028, au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.3, octroi de contrat, construction de bosses de ralentissement permanente. Donc, c'est une vingtaine de bosses, encore une fois, cette année, qui seront installées. Considérant que la Ville a procédé à l'appel d'offres public pour la construction de bosses de ralentissement permanente, programmation 2024, et là, vous allez voir la variabilité des prix, c'est assez spectaculaire. Considérant le résultat, c'était le même cahier de charge, hein, il n'y en avait pas en or là-dedans. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 9 mai 2024, donc on a reçu 8 soumissions. Les prix varient entre 88 469 et 238 630 pour le même nombre de bosses de ralentissement. Donc, vous avez, il en manque une, là, en fait, là. Il y a Construction Viatec. C'est peut-être le tableau là, qui a été... Il manque Construction Viatec à 238 630, donc il en manque une ici là, qui allait encore plus loin. Donc, évidemment, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Monco, et ça, conformément à leur soumission datée du 9 mai 2024, au montant de 88 479,60 excluant les taxes applicables,
d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement 2028 au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Donc, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai demandé au service aujourd'hui. Donc, vous avez les rues qui vont être concernées par la pose d'une vingtaine de bosses de ralentissement. Puis dans le prix là, que vous avez pu apprécier ou pas, il y a évidemment la réalisation de la bosse, mais il y a le marquage, il y a la signalisation. Donc, c'est le forfait qui est tout inclus, qui équivaut au prix de 88 000. Donc, si on fait une petite règle de 3 facile, là, donc l'achat de poteaux, la signalisation, le marquage, la réalisation de l'asphaltage, le devis de conception, tout ça, là, c'est environ 4 050 ou 500 $ la bosse. Un peu moins de 5 000. Un peu moins de 5 000. Donc, vous avez les rues concernées derrière moi. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Ravèche a proposé, puis il manque la rue Homer sur la liste. Ah. Peut-être sous toute réserve. Je ne sais pas. 4.4. C'est pas asphalté. C'est asphalté? OK. 4.4, octroi de contrat, acquisition d'une camionnette pour le service des travaux publics. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une camionnette pour le service des travaux publics, considérant que le règlement de gestion contractuelle permet de donner un mandat à un courtier automobile relativement à ce type de contrat, considérant que Patrick Lalande, votre courtier automobile incorporé, ça doit être long à écrire au registre des entreprises, ça, a soumis des offres de prix pour une camionnette de type 1500. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, aucun lien familial d'ailleurs avec M. Lalande, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Amel Chevrolet Buick GMC Limité au coût de 64 570 $ et 50 sous, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 26 avril 2024, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans, code budgétaire 22 300 00 724, projet 2024-01. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci. 4.5, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, il est proposé d'informer le ministère du Transport et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, c'est un livrable qu'on est obligé de faire. On a reçu pour un montant de 58 329 $ d'argent pour entretenir l'ensemble des routes 1 et 2 sur le territoire. Donc, c'est un montant qui n'a jamais été indexé depuis la réforme Ryan et qui aujourd'hui est très ridicule et dénoncé dans le milieu municipal. Mais on le prend quand même. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 5.1, dépôt du rapport annuel 2023 du service de sécurité incendie. Donc, c'est un dépôt. Donc, c'est l'ensemble des activités réalisées par le service durant l'année 2023. 6.1, octroi d'un budget pour l'aménagement du terrain de baseball. En fait, c'est la poursuite, considérant le besoin de faire l'achat de divers équipements pour le terrain de baseball, tels que des bollards. Donc, c'est relié davantage au stationnement qu'au terrain en tant que tel. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de véhicules qui se promènent partout sur le site. Il y a des filets aussi. On avait récupéré des filets usagés là, qui avaient quelques trous. Parce que ça nous aidait pour la première saison. Là, on va en acheter des mieux adaptés. Et on va réaliser aussi 3 abris, donc comme on voit au marché public, mais à plus petite dimension, parce qu'il y a des concessionnaires qui peuvent être là. C'est là qu'on pourrait s'installer pour des barbecues. Ce qu'il faut savoir cette année, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de tournois que l'an passé. Donc, c'est la moindre des choses de donner des installations qui permettent aux gens de s'installer. Donc, il est proposé d'autoriser un budget de 26 000 $ afin de procéder à l'achat de divers équipements, et ça pour l'aménagement du terrain de baseball, et d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 729 711, projet 2021-09. Seulement les abris, je pense que c'est un montant estimé à 18 000 $. Donc, vous pouvez conclure que les filets et les bollards, c'est le résiduel du 26. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je vais le proposer, Étienne Urbain. Merci, M. Urbain. 6.2, reconnaissance à titre d'organisme partenaire. Considérant la demande de reconnaissance de l'organisme Excellence sportive Laurentide, considérant la réception des documents dûment complétés et exigés par la politique numéro 8014 telle qu'amendée relative au soutien et à l'aide financière, il est proposé d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs
quant à la reconnaissance de l'organisme CEO mentionné, par conséquent, le reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville et ce conformément à la politique numéro 8014, l'organisme Excellence sportive Laurentide, autrement appelé CDESL. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Merci beaucoup. Mme Raby-Beaulieu, vous avez fait mention de montant là, qui était pour être remis lors de la pièce de théâtre et qu'il y avait une résolution, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. J'ai discuté subtilement avec notre directrice Donc, c'est générale. On va réglé? faire l'annonce, en fait, au moment de la D'avoir pièce. le montant. C'est ça. Au montant de la pièce, puis là, comme quand on va avoir le montant, on Voilà, va pouvoir donc faire au le réseau. prochain conseil, probablement. Excellent. Vous pouvez quand même l'annoncer, mais la résolution officielle avec le montant, ce sera fait le mois prochain. Donc, je vous laisse la primeur avant la période de questions. Bien, en fait, je trouve que là, moi, je ne veux pas annoncer de primaire. Je pense que c'est un beau moment de le faire avec les jeunes à la pièce. Puis ça va inciter les gens à venir. Donc, si vous voulez avoir l'information, il faut venir à la pièce. Et je rappelle la pièce qui est le 26 mai à 16h à la salle André-Prévost de la polyvalente de Saint-Jérôme. Génial, merci. Donc, 8.1, période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Suivant les questions dans la salle, nous irons en ligne. Et j'avais déjà une question qui m'avait été transmise par écrit avant le début de la séance. Donc, Mme Saint-Cal va prioriser cette question-là, rendue aux questions en ligne. On va prioriser la salle d'abord. Donc, s'il y a des questions, comme à l'habitude, on se présente au lutrin. Votre nom, la rue où vous habitez et vous posez votre question. Joël Demey, rue des Jets Bleus. Secteur 1. J'ai une question générale concernant la sécurité incendie. Il y a eu la loi 14 adoptée par le gouvernement du Québec qui demandait aux différentes MRC d'organiser en fait une certaine collaboration entre les municipalités pour la sécurité incendie. Je pense avoir compris que le Saint-Colomban et Sainte-Sophie s'étaient entendus sur quelque chose. Ce que vous faites référence, probablement, c'est une entente passée concernant la prévention seulement. C'est ça, c'était sur la prévention seulement. Ouais. Mais j'ai lu, par contre, que la MRC de la Rivière-du-Nord était au nombre des MRC délinquantes, finalement, et ce qui expose la municipalité de Saint-Colomban à certaines possibilités de poursuite en cas de combat contre l'incendie qui serait déficient. Théorique, oui. Théoriquement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, actuellement, évidemment, il y a des rencontres là, qui sont faites au niveau de la MRC entre les différents services dans le but d'établir j'oserais dire un plan d'attaque, là, parce que on est en révision de schéma de couverture de risque. Puis il y a quand même une négociation aussi à un autre niveau, parce que les exigences qui sont imposées par le gouvernement, j'ai envie de dire, ne sont pas une bonne lecture du territoire. Donc, ils viennent souvent appliquer des normes générales pour l'ensemble du territoire, alors qu'ils ne prennent pas en compte la diversité des milieux. L'urgence d'intervenir pour une ville à Saint-Jérôme où il y a des résidences de personnes âgées, il y a des infrastructures importantes, elle est plus importante. C'est important d'être rapide. Quand on intervient sur un hôpital, quand on intervient sur des bâtiments de plus de 2 étages, parce qu'ici, pas beaucoup de bâtiments qui demandent vraiment une évacuation spécifique, échelle, comme on peut voir à Saint-Jérôme. Fait qu'actuellement, il y a une négociation qui se fait au niveau pour amener le gouvernement à regarder, à réviser la façon dont il doit analyser le territoire. Donc, vous ne prévoyez pas d'incidence sur les tarifs d'assurance pour les différents résidents de Saint-Colomban? Non, ce serait quand même présomptueux de faire une affirmation ce soir à cet effet-là. Ouais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Allons à la question qui a été envoyée précédemment et ensuite en ligne. Oui. Céline Boucher, rue du Bois-Dormant. Bonsoir à M. le maire et aux conseillers. Question. Êtes-vous au courant si la ville de Mirabel a prévu une nouvelle voie de circulation autre que la montée Saint-Nicolas aux futurs et nombreux résidents du méga projet domiciliaire de Mirabel-en-Haut pour rejoindre l'autoroute 15 et les commerces de Saint-Jérôme? Sinon, très inquiète à titre de résidente de la rue du Bois-Dormant car la montée Saint-Nicolas est très saturée et ce, même en dehors des heures de pointe. Merci de votre attention. Oui, c'est probablement une question, Mme Boucher, qui suit. Il y a eu 2 incidents, je pense, la semaine dernière. 2 accidents importants sur Saint-Nicolas, un dans la Grande Courbe et un à l'intersection d'une des routes de Mirabel-en-Haut et Saint-Nicolas. c'est pas on aimerait ça que ce soit à Mirabel de s'en charger, c'est en partie le cas,
parce que la montée Saint-Nicolas est entièrement sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Ceci dit, on considère ça un chemin intermunicipal parce que d'un côté, c'est Mirabel et l'autre côté, c'est Saint-Colomban. Donc, dans ces cas-ci, puis un petit peu plus loin, c'est Saint-Jérôme. Dans ces cas-ci, la loi permet, oblige, doit imposer une entente intermunicipale parce que c'est un chemin intermunicipal. Donc, on est en négociation depuis quand même... c'est pas un fait nouveau, là. Ça fait longtemps qu'on le sait que c'est comme ça. C'est ce qui avait expliqué les travaux de l'époque. Je pense qu'on était en 2011, le dernier asphaltage. On avait une entente avec la ville de Mirabel et Saint-Jérôme pour un partage des coûts. Ceci dit, si vous avez regardé les séances précédentes ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Nous, on propose actuellement, on travaille sur un tracé, d'abord aller chercher un élargissement de la marge au niveau Saint-Nicolas, mais pas un élargissement, je vais faire attention, on a déjà le cadastre pour travailler de manière convenable pour réfléchir à des solutions. Donc là, actuellement, on est en négociation, on discute avec les villes pour ce qu'on propose répond aux attentes de tout le monde. Évidemment, historiquement, Mirabel, ce qu'il voulait, c'était de favoriser une voie d'accès sur Saint-Nicolas qui bénéficiait grandement à sa population. Nous, on va travailler sur un hybride qui va permettre probablement l'ajout d'une voie supplémentaire. Après ça, cette voie supplémentaire-là, à quoi elle va servir ou comment elle va servir, c'est ça qui demeure à négocier. Mais nous, on est déjà très, très actifs, même que j'aimerais vous dire que nous sommes à quelques semaines de voir les poteaux être déplacés en plein milieu de la partie asphaltée. Là. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. J'ai bon espoir de voir arriver ça avant, dans la prochaine année. Est-ce que je serais trop optimiste, prochaine année? Mais la directrice générale hoche que oui. Donc, c'est la première étape. On déplace les poteaux. Ensuite, on a l'emprise, puis là, on peut commencer à travailler puis à proposer des solutions qui vont justement chercher à éviter les risques de collision. Je pense que c'est un enjeu de sécurité. On le partage tous. J'espère que ça répond. Donc, d'abord, dire que c'est une responsabilité qui est menée par la Ville de Saint-Colomban, même si le développement là, va concerner Mirabel en haut, parce que la montée Saint-Nicolas est entièrement sur le territoire de Saint-Colomban. On va en ligne? Oui, c'était dans les plans. Malheureusement, on n'a pas eu les subventions nécessaires pour le faire cette année. On travaillait à ce que ça arrive. Oh, est-ce qu'on a un petit problème technique? Mon micro était éteint. Ah. Je vais répéter la question pour les gens à la maison. Bianca Dubé, rue des Merisiers. Est-ce dans les plans de la Ville de refaire la route de la montée de l'église direction Mille-Îles? Oui, c'était dans les plans de la Ville de les faire cette année. Malheureusement, c'est quand même un projet important. Là. Je ne me rappelle pas, 5-6 millions. Donc, nous, on a toutes les données techniques, on sait exactement ce qu'il faut faire. On misait sur le fait d'obtenir une subvention du programme d'aide à la voirie locale, donc qui pourrait couvrir de 70 à 80 % des coûts. On ne l'a pas eu cette année, puis on a fait nos démarches avec le ministère. On n'était pas content d'apprendre l'existence de clauses qui nous ont exclus, existence de clauses qu'on ne nous avait pas partagées. Je vous épargne les détails, mais c'est très... c'est même pas technique, c'est vraiment des clauses administratives qui ont exclu énormément de demandes au Québec, puis qui ont changé finalement leur méthode d'analyse sans avertir personne. Puis là, de la façon dont on avait fait, pour nous, de l'Église, était aussi urgent. Ceci dit, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre le risque, prendre la chance, c'est pas un risque, prendre la chance d'attendre à l'an prochain puis d'aller chercher ce 80 %-là. Donc, évidemment, 80 % de 6 millions, c'est beaucoup d'argent qu'on ferait économiser à la population, parce que sinon, on le paye en règlement d'emprunt, donc en dette. Donc, on a fait le choix de se donner un an supplémentaire pour risquer, finalement, la possibilité d'aller chercher cette subvention-là. L'autre critère qu'on s'est établi, vous voyez, on a fait des travaux, là, ça a été annoncé par Mme Gravel, on va faire des travaux. Ça a été annoncé par Mme Gravel en début de séance, mais on a décidé de prioriser où il y avait les débits de circulation les plus importants. Donc, ce qu'on a sacrifié cette année, c'est oui de l'Église Nord, mais Rivière-du-Nord, montée de l'Église jusqu'à Montessir. Donc, ça a été les deux sacrifices à regret que nous avons dû faire, mais en ayant le souci de ne pas entamer les travaux sans prendre la chance une année supplémentaire d'aller chercher des subventions qui peuvent représenter 70 à 80 % de la facture. Donc, c'est vraiment
C'est une décision qu'on a prise en connaissance de cause, sans absolument nier qu'il y a des travaux à faire. Puis on était prêts là, au niveau technique. Là, toutes nos évaluations sur quel type de travaux faire, tout ça s'est réalisé. On fait juste le pari d'attendre une année supplémentaire pour avoir accès à ces subventions-là. Tania Fantini, Montéfilion. Des arpenteurs sont venus sur Montéfilion. Il serait question que les ponceaux de la rue sont à refaire, ainsi que les angles des fossés. Il serait aussi question d'élargir la rue. Est-ce le cas? Du même coup, est-ce qu'une piste cyclable est prévue? Puis, quand seront débutés ces travaux? Oui, évidemment, on va changer des ponceaux. Ce ne sont pas tous les ponceaux. Il y a des petits problèmes de structure de ce chemin-là. Ce n'est pas question encore cette année d'élargir la rue ni de faire une piste cyclable. On est vraiment en maintien d'infra. Là. On vient réaliser du remplacement de ponceaux puis un resurfaçage. Quand débuteront les travaux? Il était supposé être débuté, puis nous attendons après Hydro-Québec, puisque Hydro-Québec a son mot à dire, étant donné qu'ils ont des chambres de câblage souterrain. Je me profite de la présence discrète de mon directeur général adjoint qui hoche la tête et qui me donne raison quand je vous affirme ces choses-là. Éric Veilleux, Terrasse François. Serait-il possible de remettre une couche de matériel sur les rues François et Terrasse François, évitant des frais de grattage, mais surtout des frustrations? Oui, M. Veilleux, votre demande va être prise en compte. Là. C'est pour faire un rechargement granulaire. Excusez-moi, je cherchais le terme. C'est bien ça qui est demandé? Remettre une couche de matériel, oui. Oui, rechargement granulaire. Oui, votre demande elle va être prise en compte. Ça fait le tour des questions. Merci. D'ailleurs, M. Veilleux avait posé la question, je pense, en consultation publique, hein, puis c'est moi qui ai peut-être oublié. Parce qu'il a été poli, là, mais c'était dans le quartier des Russes. C'est vous, OK. C'est le quartier où il y a le consulat russe, donc de la Russie. Donc, Terrasse François, rue François. Donc, ça fait le tour. Voilà. Est-ce que ça a inspiré quelqu'un dans la salle pour vous générer une question, non? Donc, ça prend quelqu'un qui clôt la séance? Je vais clore la séance, M. le maire. Merci, Mme Wilson. Donc, on se revoit en juin prochain, le 11 juin 2024. D'ici là, portez-vous bien. Ce sera pratiquement l'arrivée de l'été. Qu'y a-t-il à venir? Il y a la pièce de théâtre. Y a-t-il autre chose? Des Cardinaux, le 26 mai à 14h. Premier match des Cardinaux, 26 mai, 14h. Pardon? La course nature. Il y a la course nature Rivière-du-Nord. Merci beaucoup. Et autres activités de plein air. On va classer ça comme ça. Donc, est-ce que quelqu'un a clos la séance? Oui, c'est... Merci, Mme Wilson. Je suis un peu dans le brouillard ce soir. Pardonnez-moi. Donc, on se revoit en juin. À bientôt.